Africa Actu, l'Afrique avec vous. Depuis hier samedi, les États-Unis d'Amérique et l'Israël sont dans une autre phase de guerre contre l'Iran. Malgré la riposte de Téhéran, la pluie des missiles qui continuent de tomber sur l'Iran a déjà réussi à emporter plus de 40 hauts responsables, dit-on, de l'appareil militaire iranien, dont le guide suprême. Une partie du monde entier parle d'un assassinat odieux, injustifié, une guerre qui va plonger pratiquement le Moyen-Orient dans une incroyable instabilité et pourquoi pas le monde entier. Une guerre préventive d'après Israël, une guerre de nettoyage pour permettre à l'Iran de partir de la dictature pour devenir une démocratie et surtout d'empêcher ce pays de posséder des armes dangereuses. C'est ce que disent les États-Unis d'Amérique. Pendant que d'autres voient une guerre de pétrole, une guerre de puissance, surtout en direction de la Chine, et une guerre contre le Sud global, dont la première étape est l'instauration de la paix à travers la démonstration de la toute-puissance de l'Occident, l'arrestation des dirigeants, on l'a vu il y a quelques jours avec Nicolas Maduro et leur assassinat, comme c'est le cas du guide iranien. Et quelques années plus tôt, c'était le cas de Saddam Hussein, c'était aussi le cas du guide Mohamed Kadhafi. Mesdames, Messieurs, on parle de ce sujet dans le cadre de cette émission. Je voudrais bien commencer avec vous, comme on l'a fait dans le précédent sujet, le sujet d'entrée. Est-ce que la réalisation peut nous proposer une photo que nous avons bien. Alors, Smile Taifou, vous êtes avec nous. Lorsque vous regardez cette photo, quel est un peu le sentiment qui vous traverse en ce moment? Écoutez, c'est un sentiment d'humiliation qui est donc adressé au monde musulman. En 2003 ou 2006, quand on avait exécuté Saddam Hussein, c'était donc un message envoyé à tous les pays arabes. Aujourd'hui, on envoie un message à tous les pays musulmans, parce que faut savoir que le guide iranien, Ali Khamenei, incarnait donc une image extrême de ce qu'on appelle la raison islamique. C'était un homme très très sage. Malheureusement, les Américains l'ont tué en croyant en tuant cet homme, cette référence religieuse, parce qu'avant tout, il symbolise la religion et pas du tout le côté politique comme on croit le savoir. Cet assassinat, en fait, ne règle rien à l'équation. Pourquoi? Parce que l'Iran est un pays d'institutions. Donc, il y a différents segments de pouvoir, à savoir qu'il y a deux pouvoirs parallèles qui se complètent, ils ne s'opposent à aucune manière, en aucune manière, pardon. Et aujourd'hui, en assassinant toute la nomenclatura iranienne, les Américains ont cru qu'ils pouvaient miser un peu sur les troubles dans les rues pour renverser rapidement le régime. D'ailleurs, cette guerre lancée que Trump qualifie d'opération militaire. Pourquoi il parle d'opération militaire? Parce que ses conseillers et lui-même pensent que par cette opération, il pourrait donc susciter ce qu'on appelle des troubles à l'intérieur de l'Iran après l'assassinat du guide iranien. Chose qui n'est pas arrivée. On a vu ce matin comment le peuple iranien a afflué dans les rues de Téhéran, un peu partout en Iran. On a vu que toute cette propagande autour de la détestation des guides iraniens qu'on a présentés, on est diabolisé dans tout conflit. Saddam Hussein, rappelez-vous, on a tellement diabolisé avec les armes de destruction massive. Vous avez Kadhafi aussi qu'on a diabolisé, tous ces gens-là qu'on a liquidés. Maintenant, je pense que les Américains, encore une fois, ils ont fait une erreur stratégique de tuer cet homme qui, encore une fois, au risque de me répéter, qui incarnait quand même la sagesse, pour la simple raison que malgré son opposition aux négociations avec les Américains, il a laissé faire. C'est là on comprend qu'il y a deux segments de pouvoir en Iran. Donc il a laissé faire, et tout en leur disant que ces négociations n'apportaient rien pour son pays.
Alors aujourd'hui, on a vu que les Américains ne tiennent pas leur parole. Ils sont beaucoup plus dans ce qu'on appelle le rapport de force. D'ailleurs, ils ne croient qu'à ça. Il faut aussi signaler aux téléspectateurs que cette guerre n'est pas une guerre américaine, elle est avant tout une guerre israélienne. Parce que les Israéliens ont mis tout leur poids pour influencer le président américain qui a pour gendre un sioniste patenté, Jared Kushner, qui a déjà pris part à ces négociations avec Steve Witkoff pour justement mettre en confiance les Iraniens et les attaquer par la suite. Mais là où on peut, on va dire, reprocher aux Iraniens une chose, c'est leur côté naïf. Le côté naïf qui s'articule en fin de compte. Vous pensez que les Iraniens ont été naïfs, Smaïl Taïfou? Oui, tout à fait. Ben, à quel niveau, à quel niveau, s'il vous plaît? Je m'explique, monsieur Aboubak. Moi, je connais très bien ce pays, je connais très bien les Iraniens, la culture iranienne. Je les ai suffisamment côtoyés. C'est des gens naïfs dans le sens pas négatif du terme, dans le sens positif. Et si vous voient ici, vous serrent la main, ils vous donnent toute leur confiance. Voilà, ça c'est l'Iranien. Vous vous rendez compte? Ça part en fin de compte d'une conviction religieuse. D'ailleurs, toute la nomenclature iranienne, elle est imprégnée de valeurs religieuses qui s'appuient un peu sur un fatalisme. Adviendra ce qu'il adviendra. Donc pour la réunion, je vois mal comment le haut commandement iranien se réunit quasiment, on parle de centre de commandement, mais non, parce que quand on voit que le petit-fils, la fille et le gendre du guide iranien ont été tués en même temps que lui, on voit bien qu'on ne peut pas aller faire un conseil de guerre avec sa famille. Donc c'est là, d'ailleurs, j'ai parlé avec certains de mes collègues iraniens que j'ai eu au bout du fil, à qui, d'ailleurs, j'ai attiré l'attention sur ce volet-là. Je vous citerai aussi au passage, quasiment, même si on a parlé d'un accident, en parlant de Raisi, le président iranien avec son ministre des Affaires étrangères, qui étaient quasiment dans le même hélicoptère. Vous vous rendez compte? Deux personnages de l'État de cette taille-là montent dans le même avion ou le même hélicoptère. C'est la raison pour laquelle ils ont été abattus. Bien sûr, l'information n'a jamais été vérifiée ou confirmée par les Iraniens, mais selon certaines indiscrétions, c'est un meurtre. D'ailleurs, les Iraniens, ils le disent à demi-mot que c'était donc un assassinat. On voit là aussi que le fait de tuer aussi Smaïl Haniyeh en toute impunité, on voit bien que le système sécuritaire iranien est défaillant. Donc les Iraniens, apparemment, ils devraient revoir de fond en comble le dispositif sécuritaire, notamment des personnalités. Quand vous avez un guide iranien, un personnage, le plus haut personnage de l'État, de cette taille-là, et qui se fait tuer comme je ne sais pas qui, parce que les Américains l'ont tellement diabolisé, on a parlé d'un cancer, on a parlé de ceci, cela, et même les Iraniens qui sont basés en Europe, qui se trompent et qui sont sortis fêter le meurtre d'un vieil homme de 86 ans, vous vous rendez compte? Donc, mais bon, pour revenir aux choses sérieuses, Monsieur Aboubak, alors maintenant, quel est, comme on dit, le next step, c'est-à-dire le pas à suivre? Les Iraniens aujourd'hui sont dans un contexte de guerre. Le nouveau guide iranien qui va venir, et rappelez-vous très bien ce que je vais vous dire, et retenez-le, c'est qu'il sera doublement plus féroce que le premier. Le premier, c'était un homme sage, un homme très réfléchi. Le second, il n'aura aucun choix que d'être dur avec les Américains et tous ses adversaires. Cet homme, je suppose que s'il prendra le pouvoir, pour le moment, il y a un pouvoir collégial qui est tenu par trois personnalités ou trois personnages de l'État, à savoir le président de la Chambre judiciaire. Vous avez aussi le président actuel par section, et vous avez aussi un des sages religieux qui tient ce pouvoir aujourd'hui, qui gère cette phase cruciale de l'Iran. Par la suite, il y aura une élection. C'est là où c'est important, et c'est là où on voit l'ignorance des Américains. Les Américains, ils ont cru qu'en se débarrassant de cet homme, ils finissaient quasiment avec un régime, ce qui est totalement faux parce qu'on ne connaît pas comment fonctionne le système iranien. C'est un système hors pair, c'est un système inédit, même en sciences politiques. Aucun professeur de sciences politiques ne pourrait vous expliquer le fonctionnement de l'État iranien. L'État iranien, comme je vous l'ai dit en préambule,
il est composé de strates de pouvoir, il a deux segments de pouvoir qui se superposent. Vous avez le Parlement qui a en face de lui un mini-parlement, quoi, même si c'est une chambre bicamérale, mais toujours est-il que c'est un conseil de sages. Vous avez aussi un conseil qui s'occupe de détecter ce qu'on appelle les compétences. Vous avez, mais c'est tout un système, toute une architecture qui, ma foi, échappe, on va dire, au sens de ceux qui sont quasiment dans leur délire civilisationnel. Tout à l'heure, on en a parlé. Le problème, c'est que ces Occidentaux, notamment les Américains, ils sont dans une espèce de domination civilisationnelle. Nous sommes tout, nous comprenons tout, et c'est comme ça qu'on va agir, et c'est comme ça. Parce qu'en tuant le guide iranien, ils se sont dit, on va donc casser la chaîne de commandement, il y aura donc des troubles, il y aura quasiment un chaos indescriptible, et par la suite, ça sera facile pour nous de démanteler ce régime. Donc, au risque de me répéter encore une fois, ce régime repose sur, on va dire, un socle très, très solide. Vous allez voir dans les heures qui vont venir, vous allez avoir un nouveau guide iranien qui sera élu. C'est là où, encore une fois, les Américains font preuve d'une ignorance. C'est une élection et pas du tout une nomination ou un coup de force par lequel le guide prend le pouvoir. Donc, c'est totalement faux. D'ailleurs, les Occidentaux, je vous en prie, oui, dites-moi. Merci René Momar, à vous, ne partez pas, vous revenez. Alors Pierre Claver, avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on donne rapidement la parole à Linda, qui elle est experte en sécurité. Alors Linda Larbaoui, nous avons une autre information qui vient de tomber. On parle aussi de l'ancien président iranien Ahmadinejad qui vraisemblablement a été aussi tué lors d'une attaque américano-israélienne à Téhéran. Comment est-ce qu'on peut expliquer tout cet enchaînement? Vous qui êtes très introduit pour ce qui est des questions sécuritaires, comment est-ce que le régime semble avoir été touché aussi rapidement? Il y aura d'autres assassinats aussi. Hein. J'allais justement parler des assassinats qui sont prévus. Pour pouvoir comprendre ce que Trump fait, parce qu'il ne faut pas écouter ce qu'il dit, il faut voir ce qu'il fait. Il est venu pour rétablir l'économie des États-Unis. Et l'économie des États-Unis a commencé à changer depuis 1975. Donc il faut regarder un peu, l'année 1975 a été très très riche. Il y a eu la guerre civile au Liban, il y a eu l'occupation du Sahara occidental, les Américains ont commencé à lâcher le Shah d'Iran, parce que le Parti communiste prenait de l'ampleur, il n'a pas su faire face, il y a eu l'assassinat du roi Faisal, et la politique de Kissinger. Il y a eu aussi l'opération Safari Club qui concernait l'Afrique à l'époque, qui a été mise sur la table et on attendait justement que tous les éléments se réunissent pour qu'on passe à l'offensive. Elle a été déclenchée en 1975. Il y a eu également les accords entre les États-Unis et Ben Laden, les talibans. Il y a eu beaucoup de choses. Là, je vous ai donné les principaux thèmes qui vont nous ramener justement à ce qui se passe en Iran. Et que fait les États-Unis? Trump est venu, il veut rétablir l'économie, il veut sortir de l'économie de services, donc il veut rapatrier l'industrialisation qui a été éliminée des États-Unis, il veut la rapatrier. Donc il a commencé par les taxes douanières et il veut remettre tout le monde à sa place. La Chine à sa place, la Russie à sa place aussi, qu'elle avait en 1975. Et les fruits de cette politique que Kissinger avait mis en place, on a commencé à les voir en 1979. Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi en 1975? Les accords de Camp David qui ont commencé à se mettre en place, financés par l'Arabie Saoudite, parce qu'on a assassiné le roi Faisal, il ne voulait pas aller dans ce sens, donc on l'a assassiné. Cet assassinat a joué un rôle. Et c'est l'Arabie Saoudite qui va payer tout ça. Donc on arrive à 1979. Le Shah d'Iran n'est plus là, la guerre qui éclate avec Saddam Hussein. Saddam Hussein, c'était l'allié des Américains. Et les 6 derniers mois
de la guerre entre Iran et Irak, les Américains étaient obligés de participer pour faire abdiquer l'Iran. Ce que cherche Trump aujourd'hui, c'est que revenir en arrière, en finir avec ce régime des mollahs, c'est un islam politique. Comme ils ont déclaré aussi des frères musulmans comme terroristes, donc ils veulent en finir avec ça. Ils veulent aussi stopper les Chinois dans leur hégémonie, les remettre à ce qu'ils étaient avant 1979. Et puis également les Russes. Il ne faut pas voir la carte géographique. Il faut voir, c'est vrai que l'Union soviétique était plus importante que la Russie, mais au niveau économique, quand on regarde ce qu'était l'Union soviétique et ce que c'est la Russie aujourd'hui, eh ben, on comprend ce qui est en train de se passer. Le blé que nous mangeons aujourd'hui, la plupart des pays, ils l'achètent aux Russes, alors que dans les années 70, que ça soit le blé ou le maïs, tout ça, c'était les États-Unis qui le vendaient. Donc, il est en train de basculer les choses. C'est quoi le rôle là qu'ils sont en train aussi de jouer les États-Unis? Il y a un bras de fer entre Netanyahou et Trump. Hein. Il faut pas croire qu'ils sont, oui, ils sont ensemble dans quelques projets, mais au niveau des intérêts, les intérêts se croisent et on verra bientôt, on va voir qu'entre Israël et les États-Unis, il n'y a pas d'accord du tout. Pourquoi? Parce que Israël en 75, c'était les kibboutz, c'était le côté socialiste. Il vivait avec ce côté socialiste. Israël était insignifiante et Israël était sous la coupe de la France et des Britanniques. D'ailleurs, la guerre de 56 et 67, c'était les Britanniques qui avaient aidé Israël et avec les Français. Ce n'était pas les Américains. Donc là, on comprend un petit peu ce qui se passe. Le port le plus important de l'époque, c'était celui de Beyrouth. Et les Américains, ils veulent investir à Beyrouth. Ils veulent remettre ce port en place. C'était pas le port de Tel Aviv ou le port de Haïfa. Donc aujourd'hui, les Américains, ils veulent récupérer tout ce qu'ils avaient comme intérêt dans ces années-là. Ils vont trouver... Il faut pas oublier aussi un fait qui... on n'en a pas parlé, c'est que Netanyahou a reçu une photo quand Ayatollah Khamenei a été assassiné. Il a reçu une photo et elle est véridique, elle se confirme cette photo aujourd'hui. Donc il y a bien quelqu'un qui était présent, qui a pris la photo, qui l'a envoyée à Netanyahou. Et Trump est sorti pour nous donner l'explication. Il a dit, je connais la personne qui a fait ça, et elle peut prendre le pouvoir parce qu'elle peut être, disons que cette personne-là, on peut négocier avec. Pourquoi? Parce qu'avant 75, on s'attaque aussi au Pakistan. Avant 79, eh ben, les Pakistanais n'avaient pas de bombe nucléaire. Et on s'attaque à la bombe nucléaire aujourd'hui pakistanaise. Le régime des mollahs, à l'époque, il a repris le programme nucléaire, parce que le programme nucléaire, il date de 1953. Donc le régime des mollahs, il le reprend, et puis il essaye d'aller vers un enrichissement pour des causes civiles, pas pour les militaires. Il y a une fatwa justement qui empêche cette arme. Oui. Et aujourd'hui, Trump, il veut renégocier tout ça pour remettre tout le monde en arrière et puis que ce soit les États-Unis qui profitent. Qu'est-ce qui prouve ce que je dis? C'est que Trump, aujourd'hui, il avance en Afrique, il envoie ses émissaires en Afrique, il fait des propositions et il veut empêcher les Chinois de continuer à commercer dans le monde. Frapper l'Iran, je l'ai expliqué déjà, eh ben, on va couper les hydrocarbures aux Chinois, mais on va aussi faire perdre la mer Caspienne aux Russes et la balkanisation des Russes, elle peut venir par là. Merci Quand on beaucoup. regarde vraiment la position des Chinois et des Russes, eh ben, ils peuvent faire plus pour aider l'Iran. Est-ce que l'Iran
va discuter avec les Américains? Je pense bien que oui. Et l'Iran aujourd'hui, sachant que les Iraniens avaient dit qu'ils allaient bombarder tous les pays arabes qui ont nui à l'Iran, hein. Ils l'ont assiégé depuis des années, depuis la révolution. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains? Ils ont utilisé leur base exprès pour que ces pays-là soient bombardés. Merci. Donc, tout le monde va reprendre sa place. Les Émirats, le Qatar, le Bahreïn et l'Arabie Saoudite. Merci Renou à vous, Linda Labawi. Alors, est-ce que vous comprenez les choses de cette façon? Est-ce que les Américains sont pratiquement en train de redessiner la carte du monde, Pierre Claver, Kodo, et surtout le Moyen-Orient aujourd'hui? Boubacar, cette actualité m'embarrasse d'autant plus que sur le plan, en ce qui concerne le respect du droit international, celui-ci a été totalement violé depuis le début à travers ces actes criminels menés par les États-Unis et Israël contre la République islamique d'Iran. Je ne crois pas que ces agressions sont encadrées par une résolution des Nations Unies, sauf si vous êtes au courant d'une quelconque résolution, ce qui signifie que c'est tout simplement un acte de barbarie internationale organisé par les États-Unis et Israël contre la souveraineté de l'Iran qui est un pays souverain, un pays qui a une culture. Ce qui se passe devrait amener les autres, surtout les pays africains, à réfléchir par deux fois. Je pense que c'est un test grandeur nature de ce que demain, l'Afrique sera la prochaine cible de l'impérialisme occidental à travers une recolonisation armée. Ça, je suis certain et je pèse mes mots. Donc, nous ne devrions pas rester là, nous devons plutôt nous mettre à réfléchir. Malheureusement, la France, à travers ces fameux accords de coopération, a réussi l'exploit des... Est-ce que l'Iran n'a pas vu venir L'Iran, on n'est pas encore à la fin du conflit. L'Iran, c'est 2500 siècles, c'est 2500 ans d'histoire. Et l'Iran n'est pas un enfant de cœur. Je vous rappelle que l'Iran, à ma connaissance, se situe parmi les pays qui produisent le plus grand nombre d'ingénieurs, et parmi lesquels 40% des femmes. Donc l'Iran maîtrise depuis des années ces leviers de développement et de construction de sa souveraineté. Si l'Iran n'aurait pas eu des capacités opérationnelles pour contre-attaquer, je pense que l'Iran aurait déjà disparu. Pourquoi est-ce que les États-Unis hésitent d'utiliser la bombe nucléaire ou alors Israël? Parce que ce sera une catastrophe, une véritable catastrophe dans la sous-région du Proche-Orient et du Moyen-Orient. On a quand même eu l'impression que les États-Unis et l'Israël n'ont pas eu de difficultés quand même à atteindre leur cible en décapitant les hauts responsables. Mais vous n'avez pas aussi des informations sur les attaques menées par Israël? On va en parler. Justement, parce que l'information qui nous est distillée vient d'une source qui la manipule à dessein. Mais je vous rassure que même du côté des pays, des bases militaires installées dans les pays voisins, dans les pays du Golfe Persique et même Israël, les dégâts sont énormes, énormes. Et donc malheureusement, comme d'habitude, les médias mainstream vont nous servir des informations en fonction de leurs propres intérêts. Je pense que jusqu'à ce qu'on ait une véritable... c'est pas parce qu'on a tué le guide, tous les Iraniens peuvent donner des guides, parce que c'est une culture. C'est une histoire. Que tout ce là, contrairement à ce que les gens croient, les Iraniens sont essentiellement sont des Perses, ne sont pas des Arabes. Donc c'est un peuple qui a construit son histoire par la force du poignet et par la volonté de ne pas se laisser dominer. Je crois que nous vivons là une étape importante, mais cette étape, pour moi, est un galop d'essai qui, à court terme, ouvrira les portes si jamais les Américains et les Israéliens arrivent à détruire l'Iran. La prochaine cible, ce sera l'Afrique. On parlait d'entrée de jeu des produits pharmaceutiques qui sont déversés sur le continent africain, dans des pays comme le Cameroun, avec des objectifs non avoués. Et cette fois-là, ce sera plutôt une action militaire qui va totalement effacer la race noire de la surface du continent africain. Ça, il faut savoir que ça, la survie
de l'impérialisme occidental en dépend. Et si les Africains ne sont pas capables d'anticiper en se posant des questions, des bonnes questions, c'est tant pis pour nous. Je crois que ce que nous vivons aujourd'hui, depuis 2 ou 3 jours, du côté de l'Iran, devrait interpeller chaque Africain par rapport aux véritables enjeux. Et puis, vous savez, les États-Unis ont une tradition criminogène. Ils ont quand même effacé des races entières, des tribus entières aux Amériques pour s'imposer. Il y a des tribus autochtones entières qui ont été génocidées aux États-Unis. Israël a fait la même chose avec le conflit en Palestine. Donc, c'est 2 civilisations anthropophages qui se mettent ensemble pour pérenniser leur culture. Et c'est là où le danger, et c'est ce qui est dangereux pour l'Afrique. Moi, je défends l'Afrique. L'Iran est un grand pays. L'Iran dispose certainement des ressources suffisantes pour pouvoir résister à cette agression. Et nous ne sommes qu'au début d'un conflit, malgré l'assassinat. Les États-Unis ont assassiné Kadhafi, ils ont assassiné d'autres leaders de par le monde. Ils ont même réussi l'exploit en violation du droit international d'aller enlever tout un chef d'État, d'aller kidnapper un chef d'État dans son palais il y a quelques mois. C'est des gens qui n'ont plus de limites et qui, pour s'approprier, pour faire main basse, pour piller les ressources dans le monde, n'ont plus de retenue. Merci beaucoup, Pierre Claver. Docteur ingénieur, comment est-ce qu'on peut expliquer ce non-limite des États-Unis aujourd'hui qui sont capables de tout faire devant tout le monde à n'importe quel moment? Ça rejoint leur culture, leur être même, leur valeur intrinsèque. Ils ont toujours été, le grand frère vient de le dire, en des mots très clairs. Ils ont pu décimer certaines civilisations pour s'imposer. Donc ça ne va pas changer aujourd'hui. Je pense que pour qu'on ait une possibilité que ça change, c'est-à-dire cette agressivité-là, cette façon barbare d'attaquer un pays et d'assassiner des gens comme si c'était normal, pour arrêter ça, il faut une réaction, il faut une réplique, non seulement nationale, c'est-à-dire par les Iraniens, mais surtout une levée de bouclier international. Il faut que le président Trump et son ami Netanyahou, même s'ils ne sont pas toujours amis en tout point de vue, qu'ils sentent une vraie résistance en face qui pourrait présenter une menace pour les 2 pays qui sont des pays qui attaquent les autres. Parce que c'est très facile que vous ayez des bases militaires chez les autres et qu'à partir de ces bases militaires, vous commandez les bombardements, vous êtes dans votre pays, vous êtes tranquille, n'est-ce pas? C'est terrible ce qui se passe là. Et quand nous disons en tant que panafricanistes qu'il ne faut plus une seule base militaire en Afrique, il y a des dirigeants qui ne comprennent pas ou qui font semblant de ne pas comprendre. Regardez avec quelle facilité les Américains et les Israéliens ont tué l'élite iranienne. Quelles que soient les raisons qu'on peut trouver, l'Iran, c'est une superpuissance militaire. Et le commandant en chef doit être le plus protégé. Je ne suis pas géostratège ou machin, mais si le commandant en chef je rappelle que les micros sont ouverts. Hein. Je crois que tous les panélistes peuvent intervenir au fur et à mesure. Oui, c'est intéressant. C'est l'attention de Smite, Taïfou et Linda aussi. Allez-y, docteur ingénieur. Tout à fait, mon ami en multiplex. Oui, Smite Taïfou. Oui, mais mon ami monsieur Smite Taïfou a parlé de la naïveté positive des Iraniens. Tout à fait. Parce que quand ils disent oui, c'est oui. Quand ils te serrent la main, c'est ça. Mais ils ont oublié qu'en face, ils ont des impérialistes qui utilisent le mensonge comme étant normal. La manipulation. La manipulation, le mensonge. Vous avez vu comment on a assassiné Kadhafi? On l'invite en France, on le rassure, et quelques temps après, on va l'assassiner. Vous voyez?
Donc, et ça a une base religieuse. Cette façon d'être sincère, de dire quand on dit oui, on respecte. Parce qu'on se dit, on ne doit pas tromper Dieu. Quand on a dit oui, on a la crainte de l'être suprême. Mais on a en face des bandits de grand chemin. Le mot bandit de grand chemin est même petit. Des gens qui n'ont aucun sens d'humanité vis-à-vis des autres individus. Regardez comment on bombarde des grandes personnalités d'une puissance comme l'Iran. En 24 heures, vous entendez que tel, on a tué tel, on a assassiné tel. J'ai eu tellement d'informations, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est quoi? Ils vivent où? Est-ce qu'ils vivent dans des cases? Est-ce qu'ils sont exposés à l'air libre où les missiles viennent tomber sur eux? Mais laissez-moi m'interroger. Ça fait peur. Hein? Si le commandant en chef et ses proches collaborateurs, sa famille et tout, sont aussi facilement atteignables, mais comment voulez-vous penser que les autres seront mieux protégés? Comment ça? Et ça, c'est un message qu'on envoie aux différents chefs d'État africains qui pensent qu'ils sont intouchables, etc. Quand vous avez en face un monsieur comme Donald Trump, qui reste chez lui, il demande qu'on appuie les boutons, les gens commencent à mourir ailleurs. Non, vraiment, il faut comprenez mon émotion. Moi, je suis un noir, donc j'exprime des choses. Cette histoire-ci, c'est terrible. Et tel que ça se passe, c'est vrai que ça ne sera pas facile, parce que j'ai espoir que les Iraniens vont maintenant, dans la phase de la riposte, recadrer leur dispositif sécuritaire. Ils vont prendre certainement des mesures et que certains alliés puissent vraiment renforcer l'Iran, parce que l'Iran n'a pas provoqué, d'accord? L'Iran n'a pas provoqué. Vous ne pouvez pas, vous avez l'arme nucléaire, vous décidez, n'est-ce pas, de détruire. En fait, c'est pour piller le pétrole iranien. Oui, c'est un alibi. Mais vous avez vu comment les États-Unis ont attaqué l'Irak quand ils devaient bombarder l'Irak, hein, pour tuer Saddam Hussein. Ils ont présenté des fausses preuves et tout, et ils ont avoué eux-mêmes après. Donc, tout ça, ce sont des alibis pour avoir une conscience éventuellement tranquille vis-à-vis de l'opinion publique. Parce qu'ils ont peur de l'opinion publique quand même. Hein? Donc, on dit que oui, parce qu'ils vont avoir l'arme nucléaire, ainsi de suite, donc ils sont dangereux. Mais les États-Unis ne sont pas dangereux. Israël n'est pas dangereux quand on fait des choses comme ça. Non, vraiment, M. Sidi, il faut qu'on soit un peu plus sérieux. Merci beaucoup à vous, docteur ingénieur. Alors, patriarche Décimo, dis-nous un peu, comment est-ce que vous vivez tous ces événements qui se déroulent sous nos yeux depuis quelques jours? Ce qui me choque, c'est qu'on a une organisation qu'on appelle l'ONU. Je n'ai pas entendu un seul mot de ces gens-là. Et c'est curieux. Je dois rappeler que les Nations Unies, le Conseil de sécurité s'est réuni hier, François. Pour faire quoi? Pour empêcher la tuerie du président iranien? Non, je vais dire une chose. Vous savez, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Les États-Unis, depuis des siècles, ont toujours fonctionné comme ils sont en train de faire. Et je peux vous dire une chose. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais là, les États-Unis et Israël vont sortir de cette guerre affaiblis complètement. Je dis en 2026, où on est là. Ils vont sortir de là affaiblis complètement. Parce que plus vous acculez les gens, plus ils se préparent à se défendre correctement. Et je suis convaincu que, au sortir de cette guerre, quoi qu'on dise, le monde n'est plus unipolaire. Hein, contrairement à ce que les gens pensent. Le monde n'est plus unipolaire. Et les gens bataillent comme ça parce que, comme quelqu'un l'a dit sur le plateau, parce que l'hégémonie américaine est en train de s'estomper complètement. Leur monnaie est en train de se détruire, leur économie est en train de se détruire. Ah, ils font ça pour penser remonter leur économie. Mais ce n'est plus possible. Même comme la Chine et la Russie et les autres ne disent rien, ne pensez pas qu'ils sont en train de dormir. Ne croyez pas un seul instant. Et comme on l'a si bien dit sur ce plateau, ça, c'est un test pour voir la réaction du monde entier par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. S'il n'y a pas une réaction, je vous assure que musclé contre les États-Unis et Israël, ne soyez pas surpris que demain, on s'occupe des 3 pays de l'AES. Parce que ne vous faites pas d'illusions, il y a un calcul géostratégique derrière ce territoire et géopolitique qui ne dit pas son nom. Et je suis convaincu que le monde ne doit pas se laisser faire par les arcs
qui sont en train de se passer. Pour vous, c'était un message qu'on envoie à tout le monde. Mais bien sûr. Y compris tous les pays du monde entier. Oui. C'est un test. Ils sont en train de tester le monde pour voir la réaction. S'il n'y a pas une réaction solide, je vous assure qu'ils vont faire pire que ça. Mais ce que je peux vous dire, je peux vous dire que l'Amérique et l'Israël vont sortir de là complètement affaiblis. Je vous donne, en 2026, vous allez vous rendre compte. Ils vont sortir de là complètement affaiblis. Et il y a de fortes chances que le monsieur des États-Unis, là, c'est pas un soir, ça m'étonnerait qu'il soit vivant à la fin de 2026. Parce que ça va être la catastrophe. Ça ne va pas se passer comme il pense. Le monde est en train de se préparer. Ce n'est plus possible. Ce qu'il faisait il y a 53 ans, ce n'est plus possible. Je suis désolé. Les gens se sont réveillés. Les gens se sont préparés en conséquence. Donc, et vous voyez bien, ce que les médias mainstream ne disent pas. Ils ne vous disent pas que les bases militaires américaines dans tous les pays aux alentours sont en train d'être détruites. Ils ne vont jamais vous dire. Mais ces bases militaires sont en train d'être détruites complètement. Je dis bien complètement, mais ils ne vont pas vous le dire. Ne soyez pas surpris que demain, ce sera l'Amérique qui commence à négocier. Parce qu'ils sont dépassés, parce qu'ils n'ont plus les moyens de leur politique. Parce qu'en matière de guerre, c'est pas bavardage. Les armes, c'est bien les armes. Mais quand vous avez commencé à tirer, il n'y a plus de balles, vous tirez quoi? Il y a une bataille qui va se passer après cette histoire-là. Les autres sont tranquilles parce qu'ils font des calculs. Ne soyez pas surpris que les Coréens, les Russes et les Chinois, demain, prennent position et disent, monsieur, vous arrêtez votre cinéma, et ils vont démontrer que l'Amérique ne vaut rien du tout. Parce que la Chine s'est préparée, la Russie s'est préparée. La Russie, c'est simple, la Russie d'il y a 5 ans. La réaction, ça va être plus dangereux que le président iranien, il ne faisait rien du tout. C'est un pacifiste. Mais ce n'est pas surpris que celui qui vient là, ils se prennent les choses en main et il fait la guerre contre tous ceux qui ont créé des problèmes à leur pays. D'accord. Je suis convaincu. Merci beaucoup. Peut-être avant, de retrouver nos panélistes en multiplex, juste le temps que la technique se prépare à nous connecter avec nos panélistes Pierre Claver, Kodo. Je voudrais bien qu'on aborde ce volet de ce qui se passe. Est-ce que concrètement, voilà, on nous fait savoir qu'ils sont revenus. Alors, on va commencer peut-être avec vous. Dis-nous, est-ce que l'Iran répond judicieusement à cette agression? Rassurez-vous d'une chose, l'Iran ne baisse pas les bras. L'Iran, c'est un peuple. Et comme je viens de bien le rappeler, c'est un peuple millénaire qui partage la même histoire. Tout à fait. Et depuis 2500 ans. Vous savez, lorsque le peuple, les révolutionnaires iraniens ont pris en otage les membres de l'ambassade des États-Unis, on était dans les années 1983, je crois. Tout à fait. Oui. C'est parce que justement le Shah d'Iran de l'époque avait prostitué le pays. Il a livré tout le pétrole iranien aux États-Unis en criant de la misère, en criant la pauvreté au sein des populations. C'est ce qui avait poussé ces populations. Les populations iraniennes connaissent leur histoire et savent qu'est-ce qu'elles ont à faire pour faire face aux défis actuels. Parce que ces populations gardent une vieille rancune aux États-Unis depuis la chute du Shah d'Iran. Est-ce que les Iraniens sont à la hauteur? Le drame, c'est que nous n'avons pas... Moi, je suis correspondant de la chaîne publique iranienne, mais nous n'émettons pas actuellement. Justement parce qu'on a restreint les canaux de communication. Sachez une chose, les forces iraniennes sont en train de commettre d'énormes dégâts sur les bases américaines et sur le territoire israélien, mais ces informations ne sont pas rendues publiques. Bien sûr, bien sûr. C'est la seule image qu'on a pu obtenir depuis hier, c'est une image d'un satellite chinois qui a publié une base américaine en feu du côté du Qatar. Vous imaginez bien, parce que l'information est contrôlée. Parce que si ces informations-là sont diffusées, bien sûr, même les soldats américains comprendront que, même les soldats israéliens... Et comment est-ce que dans un contexte de bataille sur le plan international, de guerre d'information, les différents pays ne se préparent pas à cette éventualité? Jusqu'aujourd'hui, on a quand même l'impression, chaque fois qu'il y a une situation, on parle d'une guerre d'information qui, malheureusement, semble être menée avec succès par le camp occidental. Avec succès parce que nous parlons leur langue.
Nous sommes en français, nous sommes connectés sur des médias français, les médias anglo-saxons. Si vous allez sur Russia Today, ou sur Sputnik, ou alors sur la chaîne officielle chinoise, ce ne sera pas la même chose. Vous aurez de véritables informations. Maintenant, on a perdu ce réflexe. Peut-être nous, sur le plan professionnel, nous sommes obligés de migrer de temps à autre vers ces chaînes-là pour avoir la quintessence exacte de ce qui se passe actuellement. Donc, vous n'allez pas demander à un citoyen lambda d'aller sur Russia Today. Encore, il ne sait même pas. Or, Russia Today existe bien. Pour Sputnik aimait bien. La chaîne centrale chinoise, elle aimait bien. Mais il faut avoir le réflexe d'aller chercher l'information. Voilà pourquoi nous sommes inondés par la désinformation et la manipulation des médias mainstream. Même il y a certains médias, certains professionnels des médias qui n'ont pas le réflexe d'aller un peu voir de ce côté pour pouvoir équilibrer, pour mieux analyser ce que les autres nous distillent. Donc je pense que tôt ou tard, nous aurons la vérité de ce qui se passe sur le terrain, parce que nous sommes très loin d'être bien informés par les médias mainstream. Ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle de manipulation des masses critiques africaines et même d'imbécilisation de celles-ci, parce que ces médias sont financés justement par des lobbies favorables à ces crises, et à coût des milliards. Voyez-vous. Donc, moi, je crois que nous recevons des informations. Personnellement, je reçois des informations d'autres sources, mais ce n'est pas tout le monde qui a ce privilège. Et cela peut me permettre de tenir des analyses qui vont dans un sens qui n'est pas celui de tout le monde. Merci beaucoup. On va essayer un peu d'ouvrir le volet de réaction à travers le monde. Madame Linda Alabaoui, vous êtes avec nous. Dites-nous, du côté, par exemple, du Maghreb, c'est quand même des pays qui ont une certaine proximité culturelle avec l'Iran. Comment est-ce que ces événements qui se déroulent de ce côté-là est perçu et vécu par les populations? Quelle est un peu aujourd'hui la réaction des différents dirigeants du côté du Maghreb, du nord de l'Afrique? Libye soit divisée et en guerre, le peuple est contre Israël, il ne veut rien savoir. Il n'y a rien qui s'appelle Israël chez le peuple libyen. Mais ils savent aussi qu'Israël a joué un rôle dans la destruction du pays, hein. Et même avant cela. On a vu il y a 2 ans, il y avait El Mangouche qui était ministre. Dès que les Libyens avaient su qu'elle avait rencontré le ministre israélien, eh ben, elle a été chassée du pays par le peuple. Il y a eu toute une révolution. La Tunisie, c'est clair, il y a même dans la Constitution maintenant, il n'y a rien qui s'appelle Israël. Israël, c'est un État expansionniste qui est là pour nuire, donc hors de question. Et puis, bon, il y a des accords, c'est pas Kais Saïed qui les a faits, c'était le gouvernement d'avant. Par rapport à des accords avec les États-Unis, la marine américaine, ce qu'on appelle les accords 2020-2030. Et c'est pour cela qu'il a changé la Constitution pour que ça soit lui qui commande, qui gère et qui signe. Parce qu'il est contre la politique impérialiste américaine et il a été élu justement parce qu'il critiquait Israël. L'Algérie, j'en parle pas, parce qu'au niveau de la désinformation, eh ben, on subit la même chose que l'Iran. Quand il y a un papier où marqué dessus Israël, les autorités algériennes ne le signent pas. D'ailleurs, ça a été reproché par le représentant israélien à l'ONU. Il l'a reproché aux représentants algériens en pleine audience. Et c'est des images qui ont fait le tour. Donc, Israël a joué un très grand rôle dans la guerre d'Algérie. Même avant ça, il y a eu la Main Rouge qui était une organisation terroriste qui a commencé à agir en Algérie en 1951 pour pousser les Juifs qui étaient en Algérie d'aller vers Israël. Et ils ont tué beaucoup d'Algériens, ça on ne l'oublie pas. Et on sait ce que c'est qu'Israël. Après, vous avez le Maroc et le peuple et le gouvernement. Ils ont participé à la guerre contre les Yéménites, ils ont participé à la guerre contre les Syriens, ils ont participé à toutes les guerres. Et là, on a vu des manifestations contre les Iraniens
où des Marocains demandaient à aller se battre auprès des Israéliens. Il y a déjà 30 000, un contingent de 30 000 soldats qui sont en Israël. Peut-être beaucoup ne le savent pas. Il y a des accords entre l'État sioniste israélien et l'État sioniste marocain. Ils sont pareils. Pour moi, c'est pareil. Quand on tue des civils, les Marocains, les soldats marocains étaient impliqués dans les massacres à Gaza. Et puis là aussi, il y a tout un... Ils sont dans la politique de Trump d'aller à Gaza pour faire la sécurité. Ce n'est pas faire la sécurité. Le projet de Trump, c'est de dominer la mer Rouge. Et ce que je disais tout à l'heure, redessiner les cartes et imposer les Américains partout avec la force. Trump lui-même, son slogan au niveau de la politique extérieure, c'est quoi? C'est instaurer la paix avec les armes. C'est ce que nous voyons en Iran. Il veut la paix avec les armes. Il a essayé avec les Houthis. Les Houthis, c'est Bab el-Mandeb, c'est très particulier. Mais il est venu sur l'autre rive. Donc au Somaliland, il a poussé Israël à reconnaître les Émirats arabes. Et aujourd'hui, il voit que les Houthis, ils rentrent dans le jeu, même concernant la Somalie, pour aider les Somaliens. Maintenant, concernant les bombardements qu'il y a, les Américains, je pense qu'ils ont bien provoqué la chose. Et là, j'ai appris il y a 10 minutes, les Iraniens, ils ont bombardé Chypre également. Les Iraniens ne vont pas se laisser faire dans ce coup-là. Et jamais l'Iran, depuis que la propagande a commencé contre l'Iran, quand il y a eu la révolution, jamais l'Iran n'a été autant populaire auprès des peuples. Même en Europe, il y a eu des manifestations. Donc aujourd'hui, les gens commencent à voir la vérité. Ils commencent à voir que l'Iran, elle est dans son espace, elle n'agresse personne. Et l'Iran a toujours respecté le droit international, même dans les accords qui ont été signés par rapport à l'enrichissement du nucléaire. Donc je pense qu'il faut soutenir ce pays, parce que sinon on pourrait dire à qui le tour? Les Américains, à l'aide de Trump, il est arrivé avec une tronçonneuse et il est arrivé avec des bombardiers. Celui qui n'écoute pas, il reçoit des bombes et puis il est condamné à essayer de se défendre avec le peu de moyens qu'il a. Et puis malheureusement pour lui et heureusement pour l'Iran, il y a deux forces militaires. Il y a la garde révolutionnaire, mais il y a également l'armée iranienne qui n'est pas encore entrée dans le jeu. Merci beaucoup à vous, Madame Linda. Alors, Tafour Smaïd, dites-nous un peu, lorsqu'on pense, comme vient de dire Madame Linda Rabawir, le peuple est proche, enfin un peu partout, est proche de l'Iran, mais dans la région, dans le Moyen-Orient, on se rend quand même compte que les dirigeants sont un peu distants de l'Iran, et l'Iran semble aujourd'hui être abandonné et même dénoncé. Comment est-ce que vous vous expliquez cela? On s'attendrait à ce qu'il y ait quand même une solidarité arabe autour de l'Iran. Pardon, avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur les missiles qui auraient été envoyés sur Chypre. Je vous en prie, allez-y. Voilà. Alors, à l'heure où je vous parle, les Iraniens n'ont pas revendiqué cette frappe. Donc, c'est très important de le savoir. D'ailleurs, c'est le Premier ministre britannique qui a parlé d'une attaque au missile balistique. Alors, comment on pourrait faire une analyse? C'est-à-dire que les Anglais, il y a 2 ou 3 jours, ont implicitement déclaré la guerre à l'Iran. Aujourd'hui, ils ont besoin d'une preuve, c'est-à-dire d'une justification pour aller en guerre. Pourquoi? Parce que pour aller, on va dire, récolter ce qu'on appelle les dividendes économiques. Parce que pour eux, pour les Anglais, les Américains et tout leur support, donc pour eux, c'est une affaire gagnée. Donc, il faudrait donc s'inscrire dans cette dynamique de victoire pour aller récolter les dividendes de cette guerre. Je m'arrêterai là, mon cher Aboubak, parce que je tenais à corriger cette information dès lors où elle n'a pas été revenue. Bref, pour revenir à votre question s'agissant des pays du Golfe, je reviendrai sur une formule célèbre du président algérien Boumedienne. Le président Boumedienne qualifiait tous ces émirats, ces sultanats factifs ou royaumes monarchie, de monarchie réactionnaire. C'est ainsi qu'il les appelait.
ces gens ont toujours œuvré contre l'intérêt de la nation arabe. Il faut parler, surtout évoquer leur rôle néfaste dans la destruction du projet nassérien que de réunir les pays arabes, en parlant du panafricanisme. Aujourd'hui, ils sont dans ce rôle de vassaux. Donc, pour les Américains, ces pays-là, si on peut les qualifier de pays, c'est ce qu'on appelle des protectorats américains. D'ailleurs, j'en veux preuve, avant même qu'il y ait donc l'éclatement de ces hostilités, il criait sur tous les toits qui voulaient les croire, qui n'allait pas permettre à ce que les Américains utilisent leur base et leur espace aérien et terrestre. Aujourd'hui, on voit bien que c'est tout à fait faux, c'est un mensonge. À entendre hier les médias de ces pays-là, notamment des pays du Golfe, Liban compris aussi, qui n'est pas du pays du Golfe, mais quand même, qui a quasiment condamné les frappes iraniennes contre les bases américaines au Moyen-Orient. Et c'est du jamais vu. Des pays qui se mettent du côté de l'agresseur pour dénoncer un pays qui est censé être un pays frère, pour la simple raison qu'il y a ce pays appartient au milieu naturel des pays du Golfe, en parlant de l'Iran. Aujourd'hui, on comprend très bien que tous ces pays-là ont toujours œuvré depuis l'avènement de la République islamique d'Iran, ont toujours œuvré pour détruire ce pays. On a d'abord lancé Saddam Hussein à l'époque pour en finir avec ce régime, il n'a pas pu. On a vu comment les politiques ont été mises en place dès 2004 par Bernard Lewis, on va dire le penseur de la politique étrangère américaine. Il avait remplacé Brzezinski et qui avait mis en place une politique diabolique, remonter les sunnites contre les chiites pour créer on va dire un fossé entre les deux communautés religieuses, à savoir que toutes les deux sont musulmanes, mais il y a des petites, on va dire, différences idéologiques sur la question du califat. Bien entendu, bref, on ne va pas s'attarder sur ce point-là. On a tellement travaillé, on a lobotomisé, notamment les sunnites. Les sunnites ont été lobotomisés et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les peuples de cette région ne bougent pas. Ils voient beaucoup plus d'un bon œil à ce que l'Iran tombe aujourd'hui plutôt que l'Iran défende leurs intérêts. Parce que si l'Iran tombait, ces pays arabes, forcément, ils seront beaucoup plus soumis qu'ils le sont aujourd'hui. Pour preuve, c'est que ces pays ont quasiment donné, on va dire, leur souveraineté monétaire, financière, militaire. Ils dépendent des Américains à tous les niveaux. On voit bien que si demain l'Iran tombe, ces pays n'auront aucun choix que d'obéir au doigt et à l'œil aux Américains, sachant qu'il n'y aura aucun écueil devant les Américains et les Israéliens. Et je reviendrai encore sur la déclaration de l'ambassadeur américain à Tel Aviv qui avait parlé du droit d'Israël à occuper les territoires bibliques en parlant d'Arabie Saoudite. Alors entendez bien, l'Égypte fait partie aussi du royaume de David depuis Ben Gourion, qui ne cessait de dire que l'Égypte, enfin le Sinaï, appartenait au royaume de David. Aujourd'hui, on parle du Sud-Liban, une grande partie du Sud-Liban qui sera aussi intégrée à l'État d'Israël. Et c'est là où on comprend le projet du Grand Israël auquel ils font allusion aujourd'hui. Ce projet de Grand Israël a justement buté ce qu'on appelle un écueil. Cet écueil s'appelle l'Iran. Et aujourd'hui, on voudrait finir avec cet écueil. Bien sûr, il y a d'autres considérations, elles sont d'ordre économique, à savoir le pétrole. On sait aussi que les Américains sont endettés jusqu'au cou. Il y a quand même 37 trillions de dollars de dettes américaines. Donc, il va falloir chercher de l'argent. Il va falloir chercher des richesses ailleurs. On a vu au Venezuela ce qui s'est passé en kidnappant le président Maduro. Aujourd'hui, il passe à la vitesse supérieure aussi. Il voudrait mettre la main sur les richesses pétrolières de l'Iran. D'ailleurs, remarquez qu'ils ont pris pour cible toutes les installations, sauf les installations pétrolières. Donc, on voit bien que les Américains veulent justement combler ce déficit en s'accaparant avec la force des richesses des pays qu'ils diabolisent avant de les attaquer. C'est le cas de l'Iran aujourd'hui. Et on voit bien aussi que sur un plan économique, les Américains sont en train de perdre la main sur le contrôle monétaire des transactions internationales. Aujourd'hui, vous avez le Sud global et même au-delà, les pays échangent en monnaie locale. 40% des échanges se font aujourd'hui avec des monnaies régionales ou monnaies locales.
Il y a aussi le fait que l'Arabie Saoudite en 2024, donc le roi saoudien, enfin le prince héritier, risque de le payer très très cher d'ailleurs si l'Iran tombait. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit ils n'ont pas intérêt à ce que l'Iran tombe. Il avait appelé, en 2024, il avait appelé le président américain pour lui dire qu'il cessait d'indexer les transactions pétrolières ou de les lier au dollar. Donc, vous vous rendez compte, c'est quasiment, on va dire, un suicide du côté saoudien. Et c'est là qu'on comprend. Après, ils s'occuperont de lui, ça c'est sûr, ils s'occuperont de l'Égypte aussi, qui pose problème sur un plan militaire aux Israéliens. Ils voudront prendre aussi l'Égypte. Ça sera le pays, le prochain pays. Je dirais que avant même d'autres pays, ça sera l'Égypte. C'est l'Égypte qui sera visée. C'est la seule armée qui est debout aujourd'hui. Il faut revenir aux mémoires de Ben Gurion. Ben Gurion avait laissé pour mémoire à ses descendants, si vous voulez, de liquider 3 armées. L'armée irakienne, c'est fait. L'armée syrienne, c'est fait. Et il a parlé de l'armée égyptienne. Donc l'armée égyptienne, c'était la plus haute sur la liste. Et vous avez aussi Ariel Sharon, qui a laissé aussi des mémoires en parlant de l'armée algérienne. Merci. L'armée algérienne ne sera pas épargnée non plus. Donc, merci on voit bien que... Pardon? Allez-y, merci. Je voulais vous chuter, je vous en prie. Oui, en fait, je voudrais juste, pour finir, Monsieur Aboubakr, revenir sur la bombe nucléaire. Comme vous le savez, le guide iranien, paix à son âme, avait interdit à ce qu'on construise la bombe nucléaire. Les Américains, bien entendu, connaissaient cette information, ils le savaient, ils savent très bien que l'Iran n'avait pas pour objectif de construire cette bombe, mais il fallait quand même un justificatif, comme la fiole avec Colin Powell, quand il avait menti sur les armes de destruction massive. Aujourd'hui, avec le nouveau guide iranien qui sera installé, je suppose que la première décision qu'il prendra, ça sera justement d'abroger cette fatwa, c'est-à-dire dire aux Iraniens qu'il faudrait impérativement mettre en place une arme dissuasive, une arme dissuasive. Donc l'arme dissuasive, c'est bien sûr l'arme nucléaire, comme pour le Pakistan. L'erreur des Iraniens, c'est le fait qu'ils soient allés négocier. Il fallait peut-être construire la bombe et aller négocier. Mais chose qu'ils n'ont pas compris malheureusement. Merci Khanou Omar, à vous Smart Taïfou. Alors on retourne sur ce plateau avec vous, docteur ingénieur Douma, et on reste toujours dans ce chapitre de réaction sur le plan international. On l'a vu comment dans le Maghreb ça se passe avec Linda Larbaoui, dans le Golfe aussi, ce qu'elle vient nous décrire ce matin. Je voudrais, pour vous introduire, docteur ingénieur, lire ce message d'un observateur, un téléspectateur qui dit la réalité actuelle dans le monde est autre. Il appelle les gens à observer ce qui se passe. Il dit les États-Unis d'Amérique décident et agissent. La Russie intimide et reste discrète. La Chine observe. Les Européens en général et les Français en particulier parlent. Les Africains prient et se plaignent. Les Arabes financent. La Corée du Nord s'entête. L'État d'Israël reçoit les ordres de la part des USA. L'Iran veut à tout prix avoir son arme nucléaire qui est le seul moyen. Bon, allez, voilà un peu pour catégoriser un peu les différents pays. Une Russie très puissante qui reste discrète et intimide, mais qui n'arrive pas à réagir pendant que les États-Unis réagissent. Lorsque vous voyez aujourd'hui l'Iran complètement abandonné par ceux qui étaient ses alliés d'hier, ou peut-être sont toujours ses alliés aujourd'hui, est-ce que les alliances qu'on présente aujourd'hui ont tout leur sens? Je voudrais, si la rédaction peut nous proposer une photo pour que vous voyez un peu, si ça peut nous inspirer, pour que vous voyez un peu ce qui se passe, docteur ingénieur. Voilà cette image. Lorsque vous voyez le président russe avec le guide iranien, le président chinois, curieusement, ces deux nations n'ont pas réagi comme certains attendaient. Bon, je ne sais pas si quel genre de réaction après 48 heures ou un peu plus on peut attendre
de la Russie et de la Chine, en dehors du fait qu'ils ont demandé que le Conseil de sécurité de l'ONU se tienne. Est-ce que les BRICS Plus ont une architecture organisationnelle qui fait en sorte que quand un membre est attaqué, que les autres viennent, que les autres se sentent attaqués? C'est une question rhétorique, mais à ma connaissance, non. Donc, si on avait même évolué, même si c'était même l'OTAN, vous voyez que même l'OTAN, il y a toujours la possibilité, il y a un temps pour prendre des dispositions, pour rentrer en scène de manière militaire, ainsi de suite. Il y a des étapes. Je ne justifie pas le fait que la Russie est intervenue ou pas encore, ou la Chine. Mais c'est pour dire qu'il y a des étapes. Tout le monde est surpris quelque part par ces bombardements. La réaction iranienne, elle est tout à fait naturelle, elle est spontanée pour se défendre, mais les autres prennent des mesures progressives pour rentrer en scène. Et généralement, on essaye d'abord d'arrêter les combats. Je voudrais peut-être pour vous relancer, oui, pour nous permettre, parce que nous faisons un travail de journaliste, on est là de pédagogue aussi, pour permettre à nos téléspectateurs de mieux comprendre, parce que ça, c'est un travail de décryptage. On a vu, par exemple, le président de l'Ukraine, le président Zelensky, sortir pour dire, alors on a débarqué Bachar al-Assad de son pouvoir devant tout le monde, personne n'a réagi. On a arrêté Maduro devant tout le monde. Aujourd'hui, c'est le président iranien. Il est présent comme les alliés, les amis du président Poutine. Et la Russie ne réagit pas. Non, en fait, mon développement a deux messages. Je vous en prie, allez-y. Le premier message, c'est que lorsque un conflit démarre, il y a des étapes pour la réaction, la graduation de la réaction des uns et des autres, en fonction des intérêts qu'on peut avoir directement ou indirectement. Parce que quand on a attaqué un pays, c'est d'abord le pays qui est concerné. Les partenaires, selon la qualité de la relation, agissent progressivement et rentrent progressivement en scène. C'est ce que je veux dire. Parce que qu'est-ce qu'on aurait attendu? Que comme la Russie a appris qu'on a bombardé l'Iran, que la Russie commence à envoyer aussi les missiles sur c'est une question. C'est une question que je pose aussi à certains téléspectateurs qui écrivent, qui nous envoient les messages. C'est quel genre de réaction en 2 ou 3 jours qu'on attend de la Russie ou de la Chine, en dehors d'avoir demandé que le Conseil de sécurité siège et décide d'arrêter, probablement d'arrêter ces combats, ou alors de statuer sur ce qui est en train de se passer. Moi, je pense que c'est une action qu'il fallait mener et qui a été menée à temps, à mon humble avis. Tout à fait. Maintenant, ce qui est important, et ça c'est le deuxième volet de mon intervention, c'est ce que les pays africains auraient pu encaisser si c'était l'un des pays africains qui était attaqué comme ça. Si un pays comme l'Iran, membre des BRICS, est très très proche des dirigeants comme le président Poutine, le président Xi Jinping, le président coréen, etc. Et on voit bien que la réaction n'est pas évidente. Imaginez que ce soit un pays africain qui soit en train d'être bombardé comme ça. D'abord, entre nous les Africains, ces différents chefs d'État-là, d'abord, il y en a même qui ont peur même de dire qu'il faut stopper ça, ce n'est pas bon. Même dire, même parler. Vous voyez? On reste muet. Et on reste muet. Donc, en fait, le message, c'est comment est-ce que les pays africains doivent se préparer pour que si jamais il y avait ce genre on va sortir par cette question. Continuez. Oui, donc ça rentre dans mon développement. C'est pour ça que je dis, moi je comprends, je cherche à comprendre un peu la posture et la progression des actions qui sont en train d'être menées par la Russie ou la Chine, ou les deux à la fois.
N'oublions pas qu'il y a aussi des actions que nous ne connaissons pas, Alors, docteur qui Douma, se mènent en vous back voulez dire office. qu'il n'y a pas de raison que beaucoup de personnes se retrouvent aujourd'hui avec le Mollah Sapé, parce que les gens se posent quand même des questions pour dire, mais on est quand même dans ce monde multipolaire comme présent. Oui, il est où ce monde multipolaire? Pierre Claver, c'est le temps du docteur de Douma. Hein? C'est son temps de parole. Pour aller dans son, Oui, dans oui. le sens que- Oui. Moi, j'ai comme l'impression. Il y a un qu'il y a- patriarche qui va prendre la parole. Oui, il allez-y. y a un gros piège tendu qui est tendu À la par Russie. l'Iran, Oui. pas la Russie, Oui. qui est tendu par l'Iran, la Russie et la Chine, Aux Amériques. aux Américains et aux Israéliens. C'est pour ça qu'il faut éviter d'aborder ces questions avec un certain superficialisme. Moi, j'ai bien peur. Vous savez, il y a eu des ponts aériens organisés. Il y a des ponts aériens qui ont organisé entre la Russie et l'Iran, et la Chine et l'Iran. Ce n'était pas pour livrer des cacahuètes, voyez-vous. Donc j'ai l'impression, moi j'ai cette impression qu'il y a un gros piège qui est tendu et qui désormais est alimenté par l'assassinat des dirigeants iraniens. Ça c'est certain. Laissons le temps. Laissons le temps au temps. Et puis on allons découvrir de quoi s'agit-il. Docteur Ouais. ingénieur, allez-y, Voilà. continue. Et c'est donc, j'évoquais effectivement qu'il doit y avoir des actions qui sont menées et pour lesquelles nous ne sommes pas au courant. Par exemple, le doyen évoque là quelque chose d'extrêmement important que beaucoup ne savaient pas. Donc, laissons le temps au temps. C'est un début d'une guerre qui risque de durer très longtemps et ne soyons pas pressés de voir les bombardements ci et là. Ceci n'est pas une question de démonstration de force et qu'on voit ce qui va gagner à la fin. Il est question d'arrêter ça. Et pour arrêter ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il faut d'abord opposer une résistance musclée aux Américains et aux Israéliens sur ce champ de guerre qu'ils ont créé. Il faut le faire. Et pour le faire, il faut prendre les dispositions nécessaires et sérieusement sécuriser. D'accord, merci beaucoup. Africa Actu, l'Afrique avec vous.